Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons Nelly Henschelmann, donc une femme de réseau. Et je vous souhaite bien évidemment la bienvenue et je vais rentrer rapidement dans le vif de l'actualité et des sujets que nous allons discuter avec Nelly ce soir. Donc Nelly, concrètement, qui es-tu? Que fais-tu? Parce qu'on te voit partout sur les réseaux sociaux, tu participes à beaucoup de réunions. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que tu fais? Alors oui, bonjour, moi je suis une femme impliquée et engagée. J'aime découvrir et rencontrer de nouvelles personnes. Tu as beaucoup de projets, tu es engagée également dans le sport féminin. Oui, je vais bientôt, je participe prochainement à un challenge féminin qui associe 70 à 80 femmes chefs d'entreprise autour de joueuses professionnelles. Dans quel domaine? C'est quoi les spécialités exactement? Le hand. Le handball. Donc ce sera le handball. Et ce challenge devrait démarrer normalement, il doit démarrer au mois de janvier, se poursuivra sur 6 mois. On a dit que tu étais une femme de réseau. J'aimerais également savoir, par exemple, on m'a dit que tu organises des apéros entrepreneurs pour des chefs d'entreprise, pour ceux qui ont un peu l'âme chevillée et qui sont les chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le concept des apéros entrepreneurs? Oui, alors en effet, je co-organise avec Samuel Sigvald Ross, qui en est le président, les apéros entrepreneurs Strasbourg. Ils sont organisés une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois. On change régulièrement d'endroit. C'est un instant convivial qui permet aux chefs d'entreprise, petites entreprises, grandes entreprises, de se réunir une fois par mois pour un moment convivial avec d'autres personnes dans le but de soit juste se rencontrer, discuter ensemble. C'est une forme de mise en relation? Voilà, c'est vraiment de la mise en relation. Ça permet à des personnes de pouvoir soit faire du business, soit rencontrer d'autres personnes, poser des questions, trouver des solutions. Par exemple, moi qui n'ai pas entrepreneur, qui n'ai pas commerçant, est-ce que je peux venir à ces réunions du jeudi une fois par mois? C'est un apéro. Est-ce que, je veux dire, une personne comme moi n'est pas votre public cible? C'est-à-dire c'est pas destiné pour des personnes comme moi. Il n'y a pas un public cible. C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Vous pouvez tout aussi bien être amené à rechercher un informaticien, à rechercher... un caméraman. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc c'est ouvert à tout le monde. Vous venez, vous êtes libre de venir ou pas, de venir tous les mois ou pas. Il n'y a pas d'inscription obligatoire. C'est bien de s'inscrire sur Facebook parce que ça permet quand même de savoir combien de personnes vont venir et pour le lieu qui nous accueille, parce que ce sont des lieux qui nous accueillent. Ça permet aussi de, s'ils font la prestation du service, de pouvoir quantifier et préparer le terrain. D'accord. Et est-ce que c'est pour des chefs d'entreprise du Bas-Rhin, de l'Alsace ou c'est le microcosme strasbourgeois? Alors c'est ouvert à tout le monde. On a des personnes qui viennent un petit peu de partout. On l'a également ouvert en parallèle, en simultané. On les organise tous les premiers jeudis du mois à Strasbourg, mais également sur Mulhouse. D'accord. Okay. Donc c'est à l'échelle de les deux grandes agglomérations de l'Alsace, c'est-à-dire à savoir l'Eurométropole de Strasbourg et l'agglo de Mulhouse. Voilà. C'est ça. Et il y a aussi un autre volet qui ressemble un peu aux apéros des entrepreneurs, qui sont, donc vous êtes chargé des dîners de la tribune des princes-évêques. Je ne me trompe pas sur le titre, hein? Non, voilà. Vous n'avez pas écorché. Je vais pas écorcher les noms. Exact. Alors il faut juste m'expliquer la différence. C'est quoi la différence entre les apéros entrepreneurs et le dîner de la tribune des princes-évêques? Je veux dire, c'est deux formules différentes ou c'est destiné au même public? Les apéros entrepreneurs, vous venez comme vous êtes, petit ou grand, vous prenez un verre, vous consommez, vous payez votre verre, vous partagez un instant convivial
La tribune des Princes-Évêques, les dîners qu'on organise, ce sont des dîners également une fois par mois, qu'on organise dans des restaurants gastronomiques. Donc voilà, dans des restaurants gastronomiques, où on réunit des chefs d'entreprise. Hein, on travaille en partenariat avec le Crocodile pour la plupart du temps. Nous sommes dans des salons privés. Mais concrètement, vous discutez de quoi en fait? Si vous dînez ou c'est juste pour dîner? C'est un instant convivial qui peut également déboucher sur une mise en relation, des contacts et tout, etc. Et un travail. Un travail sur l'objectif, les moyens que chaque entreprise et tout. Et grosso modo, vous êtes combien dans ces rencontres-là? C'est quoi la moyenne? Une vingtaine. Une vingtaine de personnes? Vingtaine. Entre autres, on a une personne qui a rencontré son avocat. Je veux dire, ça débouche sur du business aussi. Mais c'est à une autre échelle. C'est différent que les apéros entrepreneurs. D'accord, ok. J'ai compris. Et alors, on a parlé des apéros entrepreneurs, on a parlé des dîners de la tribune des Princes-Évêques. Vous êtes également engagé dans le sport féminin. Vous avez parlé de votre projet donc, de challenge pour les débuts d'année. Et est-ce qu'on peut maintenant parler de votre volet politique ou de votre engagement politique? Vous êtes membre du Conseil national des Républicains du Bas-Rhin. Et on m'a dit que vous avez participé donc, au conseil municipal de la ville de Schiltigheim hier soir. Apparemment, il y avait eu un très gros débat, donc la majorité qui a éclaté. C'est plus un secret pour personne. Les DNA en ont largement parlé ce matin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre engagement politique? Oui, alors je suis conseillère nationale chez les Républicains. Que dire de plus? Je suis, comme je l'ai dit, une femme engagée. Les conseillers nationaux sont là pour apporter un soutien aux délégués de circonscription et permettre à la vie de la circonscription de mettre en place certains événements, réunions. Voilà. En fait, vous êtes là, c'est-à-dire en termes de soutien, mais vous avez aussi une responsabilité nationale, c'est-à-dire que le fait que vous êtes aujourd'hui conseillère, vous êtes combien de personnes par exemple à être conseillers nationaux? Alors nous sommes 10 conseillers nationaux. Pour le Bas-Rhin. Voilà, tout à fait, nous sommes 10 conseillers nationaux. En général, on en a un par circonscription. Il y a 9 circonscriptions dans le Bas-Rhin. Pour ma part, dans ma circonscription, la 4e circonscription, nous sommes 3 conseillers nationaux. Donc on est là pour encadrer notre délégué de circonscription. Et vous êtes élu par les membres de la circonscription ou vous êtes nommé? Alors on a été élu par les adhérents. Les adhérents, les militants. Nous sommes élus par les adhérents des Républicains. D'accord. Et votre rôle, donc vous participez à un conseil national, j'imagine, une fois par mois ou une fois par trimestre, je ne sais pas, une fois tous les 6 mois. Quelle est la fréquence de votre participation au niveau national? Parce que j'imagine que ce conseil national, au niveau national, c'est ce conseil qui donne le cap de la politique à prendre du parti. Alors nous avons une fois par mois à peu près, ça dépend si on est en période électorale, de campagne, on se réunit plus souvent. Approximativement une fois par mois, nous avons une réunion du bureau politique. Donc on le fait à la fédération, au siège de la fédération du Bas-Rhin, ici sur Strasbourg, où on se réunit et on discute de la vie de la fédération, également des actions à mener. S'il y a campagne, on rajoute des réunions afin d'organiser au mieux les actions à mener et à venir. Et nous avons une fois tous les 3-4 mois, on va dire 3 à 4 réunions par an au Conseil national sur Paris. Et vous avez un nouveau président qui s'appelle Laurent Wauquiez, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui, c'est devenu le 3e parti après l'extrême gauche, suite aux dernières élections, on va dire, présidentielles. Le 3e parti après l'extrême droite. Et ou l'extrême gauche, je ne sais pas si c'est le 4e ou le 3e parti, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. Voilà. C'est sûr. Voilà.
Et aujourd'hui, quel est l'avenir de la droite en France, quoi? Le titre de Laurent Wauquiez, c'était La droite revient, mais est-ce qu'elle va vraiment revenir, je veux dire, dans le paysage, que ce soit à Strasbourg ou que ce soit au niveau national? Alors, il n'y a pas de raison que la droite disparaisse déjà. Elle est là, elle est toujours présente. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est nous reconstruire. Il ne faut pas non plus mentir ou se voiler la face. Nous avons subi ces derniers mois beaucoup de choses. Les plus à plaindre et les plus touchés, je pense que ce sont nos adhérents. Ce sont quand même ceux que nous représentons et que nous sommes censés satisfaire. Parce qu'ils ont donné la confiance, ils ont adhéré au parti, aux valeurs. Ils attendent de nous un résultat, mais aussi une implication. Et aujourd'hui, il y a un gros travail à faire, il y a une remise en question. Il faut que la famille se reconstruise et qu'elle n'oublie pas l'essentiel. C'est vraiment, on représente nos adhérents, on représente nos militants, nos sympathisants, et il nous faut maintenant réellement écouter le peuple. Tous ces bruits. Voilà, il y avait des bruits, il y avait des signes avant-coureurs qu'on a refusé d'écouter. Il nous faut maintenant vraiment ouvrir les yeux et écouter les citoyens français, les adhérents et nos militants. Alors, une question peut-être un peu qui fâche. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la droite se droitise et que depuis Nicolas Sarkozy, avec Fillon, maintenant Wauquiez, avec les différents présidents qui sont succédés, que quelque part la droite un peu adhère à... pas adhère ou flirte, on va dire, avec les idées un peu du Front National? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'en France, du moins en France, on a différents partis. Il y a le Front National qui a son public, il y a la gauche qui a son public, il y a la droite qui a le sien. Bon, il y a la République en marche qui maintenant a un peu de tout, qui rassemble. Maintenant, on verra si elle rassemble les bons éléments ou pas. On le saura à long terme. Parce que le court terme... En tout cas, c'est bien parti. C'est-à-dire qu'ils ont gagné les présidentielles, il y a eu la vague d'Emmanuel Macron. Ils ont eu une majorité aussi à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas pour les élections sénatoriales. Mais en tout cas, aujourd'hui, le parti En Marche, il se porte, on va dire, convenablement bien. On verra si dans la durée, c'est-à-dire les échéances, la vraie grande échéance, c'est pas les européennes, mais c'est les municipales de 2020 ou éventuellement 2021. On verra réellement si le parti a réussi à avoir un ancrage au niveau local. Mais c'est vrai que on est dans une complexité politique, on va dire, en France, avec la gauche qui s'est complètement effondrée, la droite qui a quand même résisté, parce qu'il a quand même fait 19%, c'est pas peu, quoi. Je veux dire, François Fillon, c'est quand même 19%, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un marqueur à droite qui existe en France, dans le paysage, depuis De Gaulle, Chirac et aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouveauté par rapport à En Marche. Mais localement, le fait qu'aujourd'hui, la droite, on va dire, n'a plus la ville de Strasbourg, vous pensez vraiment qu'elle peut avoir un ancrage ici? C'est-à-dire que parce que depuis Fabienne Keller et Robert Grossman, depuis 2008, c'est Roland Ries, c'est à gauche. Maintenant, il y a une composition avec les Verts et En Marche dans la majorité municipale à Strasbourg. Vous pensez réellement que la droite peut avoir la ville de Strasbourg ou d'autres villes? Parce que sans avoir la ville de Strasbourg, concrètement, on n'existe pas trop dans l'agglo. Je dirais que dans la vie, rien n'est acquis. La gauche a actuellement Strasbourg. La République En Marche aimerait l'avoir. La droite aimerait aussi se positionner. Je pense que notre famille politique qui est en train de se reconstruire a un chemin à faire. Si elle le fait d'une bonne manière, rien n'est exclu. Je veux dire, si on avance bien, si on prend en considération les demandes et les attentes des militants et des Français, parce que lors des élections, que ce soit municipales, sénatoriales, départementales, il n'y a pas que les militants qui votent, il y a également les Français. Bien sûr. Si, à l'avenir, dans ce que nous allons faire, les façons dont nous envisageons l'avenir, les Français s'y retrouvent, nos militants s'y retrouvent, nos adhérents s'y retrouvent,
tout est possible. Après, c'est à nous de faire un travail. C'est vraiment... Et vous ne pensez pas que d'abord qu'il y a une nécessité d'avoir une alternance au niveau local, c'est-à-dire les municipales, pour qu'on puisse rebondir au national? C'est-à-dire vous pensez que c'est d'abord au niveau national qu'il y aura un basculement et après que ça y aura un crescendo sur les municipales, non? Non, pas forcément. Je veux dire, si demain le bilan de la République en marche devait ne pas être positif, que la gauche a du mal à se reconstruire, que nous avançons bien, il n'y a pas de raison pour qu'au municipal, on soit pas... On gagne pas. Que la droite ne perce pas, quoi. Je pense qu'en fonction de tout ce qui va se passer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, les résultats seront... De toute façon, c'est le peuple, ce sont les citoyens français qui vont décider. Souverains. Voilà. Eux décideront de qui a déçu et à qui ils accorderont leur voix. Donc, je veux dire, ça ne sert à rien de se poser des questions. Ce qu'il faut être, c'est performant. Ce qu'il faut être, c'est attentif. Et ce qu'il faut, c'est gagner la confiance. On a des mois devant nous pour prouver aux Français, pour prouver aux adhérents, pour prouver aux citoyens qu'on ne les décevra pas, qu'on a compris cette fois-ci la leçon, parce que ça a été une leçon. Ces dernières élections ont été une leçon pour toutes les parties. Et on vous a vu au conseil municipal de Schiltigheim hier soir. Alors, oui. Alors vous étiez présent lors du débat. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, le sentiment C'est qu'il faisait très chaud, ça c'est clair. Hein. Dans la salle? Il faisait très chaud dans la salle. Il y avait énormément de monde. Les habitants de Schiltigheim se sont mobilisés. Ils sont venus participer à ce débat. À ce débat. Hein. Ils ont voulu participer vraiment à ce conseil municipal. Une chose est claire, c'est qu'il y a un souci. Les gens ne se sentent pas compris, ne se sentent pas non plus entendus. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une explosion au sein de la majorité. C'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Hein. Bien évidemment. Mais est-ce que vous pensez que c'est les élus de la majorité qui ne se sont sentis pas compris et écoutés, ou est-ce que c'est les électeurs et les Schiltigheimois? Non, c'est un ensemble. C'est et les élus de la majorité ainsi que de l'opposition, mais également dans la salle, il y avait des habitants. Et ce sont les habitants qui étaient là et qui n'étaient pas contents. Il y a des signes avant-coureurs. On est maire ou on est élu dans une ville. Il est important de prendre en considération les demandes, de respecter surtout ses engagements. Et aujourd'hui, je veux dire, les précédentes élections nous l'ont prouvé. En plus, les Français sanctionnent. Ils sanctionnent. Ils refusent de subir. Ils ont trouvé une alternative, c'est la République en marche. Ils savent que tout est possible et qu'ils peuvent basculer des élections à n'importe quel moment. Donc ils n'hésitent absolument plus à sanctionner et à dire qu'ils ne sont pas contents. Et hier, lors du conseil municipal, ils l'ont montré encore. Ils l'ont encore montré. Ils sont venus, ils ont assisté. Ils ont aussi fait part de leur indignation, de leur mécontentement. Et en effet, le budget n'a pas été voté, le budget primitif n'a pas été voté, les élus ne se sont pas entendus, ils n'étaient pas d'accord. Du moment où ça a été acté, la plupart des personnes qui étaient dans la salle sont sorties. Elles ont applaudi, elles sont sorties, elles ont été satisfaites du résultat. Maintenant, on va voir comment ça va se dérouler. En tout cas, j'ai le sentiment que vous suivez de très près ces affaires, donc ça prouve votre âme militante. En tout cas, vous êtes intéressé à la chose publique, c'est tout à votre honneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on vote pour un parti politique ou lors d'une élection, on n'est plus sur un schéma aujourd'hui traditionnel où on vote pour le même parti pendant 30 ans. À partir du moment où on est déçu, on vote souvent pour le parti d'opposition.
et on vote par défaut. C'est une triste réalité, mais c'est aussi notre réalité aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on vote pour un parti, le parti adversaire, et on sanctionne le parti qui est au pouvoir en votant pour son opposition. Ça dépend. Fut une époque, une étiquette politique, c'était une sécurité. On était sûr que même si on était inactif, l'étiquette politique sauvait et on gagnait les élections. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand vous aurez des élections qui seront gagnées par tel ou tel parti, les gens ne se fient plus du tout à l'étiquette politique. D'ailleurs, ils n'y croient plus. C'est fini, terminé. Ils vont vraiment sur la personne. Il y a des personnes, des personnalités politiques qui sont très impliquées. Et qu'elles soient de gauche, de droite, même d'extrême droite, hein, ou La République en marche, c'est cette popularité et cet engagement qui feront qu'ils gagneront les élections et que les personnes qui iront voter leur accorderont leur voix. Aujourd'hui, c'est vraiment concentré là-dessus. L'étiquette politique n'a plus rien à voir. C'est la personne, c'est la manière dont on décline le projet. Ça. Et si elles respectent leurs engagements, si elles s'impliquent dans la vie associative, la vie de la ville, de la circonscription, du département, tout dépend le poste visé et tout dépend de l'implication. En fin de compte, il n'y a plus de sécurité. En tout cas, pour vous, vous le faites, vous êtes bénévole, vous n'avez pas de mandat. Donc, je veux dire, ça, auprès de la population, ça a plus de valeur. C'est-à-dire, vous vous engagez pour des convictions, pour un projet dont vous croyez, et vous n'êtes pas de mandat, vous n'êtes pas élu dans une commune, vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas attaché parlementaire. Non, alors je n'ai aucun mandat électif. Je suis conseillère nationale bénévole, comme tous les autres conseillers nationaux. C'est une implication qui me tient à cœur parce que j'ai jamais fait de politique avant. Et j'estime que dans un parti, il faut qu'il y ait la représentation des personnes simples comme moi, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de donner un petit souffle nouveau dans la politique, et également une vision différente qui est plus proche du peuple. Ça veut dire que j'ai été aussi demandeuse d'emploi, que j'ai fait plusieurs petits boulots, que ça m'arrive d'avoir des difficultés en fin de mois, que la vie ne m'a pas forcément épargnée non plus. Proche du peuple, quand j'ai été élue par les adhérents. Des adhérents comme moi. Simplement, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des sénateurs qui ont voté en interne, ça a été vraiment la voix du peuple. Donc, voilà. En fait, vous avez à peu près, vous avez deux casquettes. Une femme, vous êtes vraiment une femme de réseau, on va dire dans le milieu de l'entrepreneuriat, et vous avez également un engagement politique et des convictions politiques. En tout cas, nous vous remercions de votre présence, d'avoir répondu à notre invitation. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous voulez dire un peu des mots de la fin. On est en fin d'année, peut-être que vous voulez souhaiter des vœux pour la nouvelle année. Je souhaite à tous ceux qui nous observent, qui nous regardent, de très belles fêtes de fin d'année. Et j'aime à dire que dans la vie, rien n'est impossible à qui le veut vraiment. En tout cas, c'est une très belle phrase. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités de Média France TV, donc nous arrivons à la fin de notre émission pour ce mercredi. Je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, bien évidemment, avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers, que vous les aimez. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.